l'échec à terme des solutions actuelles de développement durable, et notamment l'article 3.5 du CCNUCC des Nations Unies, qui ne touche pas à la croissance. Voilà, c'est l'image du frein versus la marche arrière. Le fait que voilà, les réserves de cuivre, c'est demain, la fin des réserves de cuivre. Et voilà, cette notion de préparation des chocs systémiques. Et une autre question, finalement, oui, comment changer les comportements, sortir du chacun devant Netflix, et finalement, question évidemment, quel impact, la question de l'impact aussi réel de vos conférences, puisque un constat, c'est qu'on est ici dans l'entre-soi entre gens déjà un peu convaincus finalement. Oui, donc nous, le mot on a choisi c'est secousse, parce que je pense que c'est votre objectif, c'est de nous secouer, et en tout cas c'était assez réussi. Même si on était plutôt réveillés, on pensait l'être, en tout cas, on était bien secoués. Et donc, la question qu'on avait, c'est dans la théorie des petits pas, quand on va monter une montagne, on commence par un premier petit pas. Quelle est la première action que vous conseilleriez pour les gens qui sont pensés être réveillés et qui se rendent compte qu'il y a quand même un chose à faire? On avait une question qui était comment convaincre celles et ceux qui ne sont pas ici que les niveaux sociaux sont une des clés pour libérer du temps nécessaire à l'action collective. Merci beaucoup. On a sorti 4 réponses aux questions et on en a 2 en fait. La première c'est faut qu'on mange à la fin du mois en gros et on a besoin d'un salaire. Et ça en général notre travail prend quand même pas mal de temps. Il reste peut-être pas beaucoup de temps libre justement. Et comment on arrive à déployer en fait cette expérimentation dont vous parlez sur uniquement ce temps. Et la deuxième question, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, des fois vous mentionnez une taille critique de 10 000 personnes, il me semble. Ouais, c'est juste, on se demandait d'où ça venait, pourquoi des fois c'est trop petit, des fois c'est trop grand. Toutes les personnes de cette niveau se sont exprimées. Monsieur Kina, vous pouvez poser vos réponses, porter des questions. Merci. La réponse est oui. Alors, vous avez compris, je parle beaucoup. On va essayer de calmer les jeux, mais ça c'est qu'en réalité, vous avez mis en tout le temps. Donc 5% pour tous, oui, 5%. Je ne sais pas si c'est 5%. D'accord, en tout cas, il y a des choses qui circulent sur le fait qu'une minorité peut un peu permettre de changer sur cela. Pour moi, il n'y a pas de base solide, c'est-à-dire une affirmation pareille. Il y a des études qui disent par exemple qu'à 3 ou 3,5% d'une population peut faire basculer un système. Mais de quoi parle-t-on? On peut faire basculer peut-être quelque chose au sein du système, ça peut être quelque chose d'important, ça peut être un régime politique, etc. Mais est-ce qu'on va, parce qu'il y aura 3,5 personnes dans une société, changer d'un seul coup de modèle économique, sachant que celui-ci est mondialisé? Attention, donc on ne parle pas de la même chose. Il y a aussi des gens qui partent du principe qu'on a réussi, avec le protocole de Montréal, à résoudre la question de l'ozone, donc on va réussir pour les gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout la même question. La première question, on peut substituer avec d'autres gaz, c'est une question technique et industrielle. La deuxième question, c'est un changement de société. Rien à voir. Donc là, aujourd'hui, nous sommes passés à un changement de société, et je ne suis pas du tout en train de dire que 3%, je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait compris, ou 5% d'ailleurs, suffira pour basculer quoi que ce soit. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est mon avis, je suis seul à aller aussi loin, j'ai l'impression aujourd'hui dans cette réflexion, parce que j'anticipe sur le fait que ça va échouer. J'anticipe sur le fait qu'il est probable, en tout cas fortement possible, que nos stratégies pour rendre le monde soutenable échouent. Et là, je fais partie, je fais beaucoup, quand je dis ça, d'un ennemi d'attention. Je fais partie des ennemi sous-prétexte qui fait peur aux gens démobilisés par Israël. Je fais partie des gens qui
qui sont considérés comme des gars qui n'ont rien compris et qui devraient fermer leur gueule. Mais juste, mon travail, c'est d'anticiper sur les risques, en l'occurrence des risques systémiques. Donc, je juge très important d'anticiper sur le possible échec, parce que si jamais ça se produit, c'est le cas le plus grave, ce serait une faute stratégique de ne pas l'avoir prévu. Bref, et donc, je pense effectivement qu'on peut être une minorité à faire ce travail. De toute façon, on peut être une minorité à faire ce travail, être suffisamment intelligent, être suffisamment informé, être suffisamment ouvert, être suffisamment coordonné, être suffisamment volontaire, etc., pour commencer à fabriquer en anticipation un début de plan B pour les autres. Voilà, bon. Alors donc, c'est pas que je disais ça va marcher si on est 5%, non, ça ne peut marcher, ça pourrait éventuellement marcher que comme ça. Et il faut le faire, et pas attendre les autres, et puis pas être trop frustré du fait qu'on soit les seuls à avoir compris ça. La raréfaction en eau, bon ben, regardez et lisez sur le sujet, il y a plein de gens beaucoup plus compétents que moi, regardez Maziza, regardez Charlotte Descolonges. Donc là, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, selon les endroits, on va avoir pas assez ou trop d'eau. Et des fois, au même endroit, selon les moments d'année, il peut y avoir et pas assez et trop. Le souci, c'est pas simplement d'ailleurs la quantité d'eau. Le souci, ça peut être aussi l'irrégularité des précipitations. Si vous avez sur l'année exactement la même quantité d'eau qui tombe, sauf qu'au lieu de tomber de façon très répartie, elle tombe d'un seul coup, c'est pas du tout le même scénario. D'un côté, vous avez des sécheresses avec les sols qui se craquent, des sols qui deviennent du coup, qui se sont compactés et qui deviennent incapables d'absorber l'eau. Quand l'eau arrive en trop grande quantité, le sol s'en va. Bon, bref, donc, la question de l'eau, pour plein de raisons, pour des raisons à la fois stratégiques, pour des raisons de survie directe, pour manger, pour boire, mais aussi pour des raisons de production d'énergie, pour des raisons de refroidissement des centrales électriques, pour des raisons industrielles, parce que l'industrie qui de l'eau, pour plein de raisons, et pour la raison de la biodiversité, est un enjeu majeur. Ce qui est très intéressant, et Charlotte Descolonges aujourd'hui, qui en parle au niveau français, elle est assez précurseuse. Elle est assez précurseuse sur le sujet. Moi, j'ai été formé il y a maintenant une petite dizaine d'années, je crois que c'est en 2015 ou 2016, sans doute, un truc qui s'appelle le key line design. Le key line design, c'est en Australie, c'est une façon de gérer l'eau sur des surfaces qui peuvent aller de 1 hectare à des centaines de milliers d'hectares. Donc pour une région entière, pour un département entier, en tout cas au moins, ça pourrait même se faire. Ce sont... pardon. En Australie, par le key line design, ils ont réussi à reverdir des zones entières qui étaient hautement en sécheresse intense et qui étaient en voie de désertification avancée. Je ne dis pas que tout est possible partout, et c'est un super levier. Maintenant, il y a des gens qui intègrent le key line design et qui vont encore plus loin dans ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Et là, je vous invite à vous renseigner. Je vous parle de Charlotte Descolonges, parce que c'est elle qui en parle essentiellement en France. C'est très intéressant. Ensuite, on parle de freinage. Le gars a retenu cette page. Je voulais dire autre chose sur le freinage. Aujourd'hui, effectivement, on a des solutions, entre guillemets, qui sont des solutions de freinage. C'est des solutions qui permettent de ralentir la vitesse des tout ça va mal, mais pas de revenir en arrière dans la zone où ça irait bien. Et aujourd'hui, donc, on se trompe là-dessus, mais le surcroît, le freinage a une dynamique propre au freinage. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes en voiture et il y a c'est la métaphore classique, il y a un abîme, il y a un précipice, vous ne foncez pas vers le précipice. Vous avez une option freinage. Mais il y a aussi une temporalité du freinage. Parce qu'il y a un point au-delà duquel ça ne sert plus à rien de freiner. Il y a un point de non-retour. Il y a une distance de freinage minimum. Évidemment, elle dépend de plein de choses, cette distance de freinage. Donc, dans la réalité, quand vous roulez vers ce précipice, il n'y a pas un panneau qui vous dit à partir de là, vous ne pouvez plus freiner. Ce panneau n'existe pas. Ça dépend de votre vitesse, ça dépend de l'hygrométrie de l'air, ça dépend du sol, de l'état de vos pneus, de votre voiture, etc. Donc, c'est différent pour tout le monde. Mais il y a un endroit à partir duquel freiner, on tombera. On peut freiner au maximum, on tombera quand même dans le précipice. Donc, bref, avant ce point, certaines choses peuvent, en matière de freinage, peuvent être des solutions. Auraient pu être des solutions en réalité, tant que la courbe rouge était encore en dessous de la courbe verte. Donc jusqu'à la fin des années 60, certaines des solutions qui sont proposées aujourd'hui comme des solutions auraient pu en être. Ça aurait pu freiner, on aurait pu rester sous la courbe verte. À partir du moment où on a dépassé la courbe verte, on a dépassé le point de non-retour. Et les solutions qui en étaient avant n'en sont plus après. Le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'on ne l'a pas compris. Et qu'on continue à agiter grosso modo les
mêmes techniques et les mêmes approches, alors que c'est trop tard. Donc la seule chose que l'on puisse espérer, c'est ralentir suffisamment, non pas pour éviter que la voiture tombe dans le précipice, mais pour qu'on puisse en trop se faire mal sauter de la voiture avant le précipice et atterrir également sur un autre véhicule qu'on aura construit en parallèle. Oui, évidemment. Comment changer les comportements? C'est quoi l'impact de mes confs? Est-ce qu'on ne serait pas ici que entre convaincus? Déjà, je ne sais pas. Il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu mes confs avant. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui se désintéressent de cette thématique. Mais je ne sais pas quelle est la lecture du public ce soir. Moi, en tout cas, je vois des publics très divers et variés. Des fois, des gens, oui, qui me connaissent, qui sont très intéressés. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les publics qui sont déjà très actifs sur des questions, on va dire, globalement, de transition écologique, d'écologie et de développement durable, etc., ces publics sont souvent ceux qui se prennent la plus grosse baffe. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris. Parce qu'ils pensent que, oui, ça va, les problèmes, on les connaît, les solutions, on n'a pas de doute, on voit globalement ce qu'il faut faire. Et quand moi j'interviens auprès de publics pareil, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, c'est très rock'n'roll. J'arrive avant, et avant les gens me disent, ceux qui ne connaissent pas, ils me connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas me disent, ouais, monsieur Keller, vous savez, nous on baigne dans ces questions du matin jusqu'au soir, on le connaît. Ça, on le connaît, on a compris les sujets, on a compris les enjeux. On aimerait que vous nous aidiez plutôt sur tel ou tel point. Et alors, à chaque fois, je leur réponds la chose suivante. Vous savez quoi? On va quand même reprendre à la base. Je vois la tête des gens qui se tordent. Et au début, ils savent, oui, ça, ils savent. Et puis, 2 heures plus tard, ils font plus du tout la même tête. 2 heures plus tard, on se reparle à la fin, et ce qu'on me dit, grosso modo, c'est on croyait qu'on faisait partie de la solution, on réalise qu'on fait toujours partie du problème. Et pour certains, c'est violent. Donc, l'impact de mes confs, qu'est-ce que dire? L'impact qualitatif ou quantitatif? Quantitatif, bof. Si vous le sauriez, si j'étais une star. Vous le sauriez si j'étais médiatisé, si je passais partout sur toutes les chaînes. J'ai été invité seulement 2 fois à parler à la télévision, dans des émissions très très petites, seulement 2 fois. Et les 2 fois, on m'a fait intervenir sur un sujet extrêmement spécifique. Une fois sur l'agriculture, une fois sur les transports, qui ne sont pas mes sujets. J'ai quand même accepté de répondre parce que j'avais des choses à proposer intéressantes. J'ai quand même accepté. La plupart du temps, quand on me sollicite, parce que c'est d'arriver qu'on me sollicite, c'est pour me faire intervenir sur la question du climat. Je dis, mais faites venir un climatologue. Le jour où il y aura une émission sur la systémique, surtout pensez à moi, vous êtes au courant, parce que donc, je ne suis pas, les gens ne s'intéressent pas à ça, ils ne comprennent pas qu'il y a un problème de méthode globale. Donc l'impact de l'écon en termes de quantité, l'impact grand public, dans les blessures du trait. L'impact qualitatif, il est grand. Après, je ne sais pas, vous, comment vous l'aurez vécu, tout le monde ne le vit pas pareil. Mais à peu près partout où je passe, j'ai ensuite, après coup, que ce soit 3 jours plus tard ou 3 mois, j'ai après pas mal de retours qui sont faits parce qu'on pourrait dire que ça a bougé beaucoup de choses, ça a déplacé sérieusement les lignes. J'espère que ce sera le cas ici. Voilà. En tout cas, sur la question plus générale, comment changer les comportements, mais ça, c'est un sujet de thèse, et encore, quand je dis thèse, c'est avec un S. Il faut faire 12 thèses pour arriver à répondre à la question. C'est la grande question, c'est la question à 1000 €. Donc non, globalement, il n'y a pas de réponse définitive, mais ce que je pense, c'est que, en tout cas, il est temps maintenant de sortir, de se réveiller, de sortir de cette posture, et notamment celle de la quasi-totalité des experts et scientifiques, qui consiste à dire, à penser que si on explique aux gens, ils vont comprendre, et que s'ils comprennent, ils vont agir. Les deux sont faux. Donc, au final, il faut faire. Il faut communiquer sur le fait qu'on fait. Il faut faire bien, il faut faire inspirant, il faut démontrer, il faut expérimenter et démontrer que ça fonctionne. Il faut créer du récit, et puis il faut, et peut-être qu'une municipalité a un rôle particulier là-dessus, il faut créer des endroits, des moments, des espaces où il y a des...
sur le tabouret, c'est lequel le plus important des 3 pieds. Mais s'il n'y a pas 3 pieds, vous vous cassez la gueule. Donc il faut que les 3 pieds en même temps, ils fassent la même longueur. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, concrètement, en méthode, si véritablement c'est trop compliqué pour vous d'imaginer de pouvoir canceller parce que le pas est trop long, alors commencez par créer un groupe, pas un seul, des groupes de discussion. Vous ne pouvez pas un congrès, organiser un groupe de discussion. Je vais vous dire comment faire. Un groupe de discussion, vous l'organisez autour de 2 choses. Une vision d'avenir, on va discuter de l'avenir. Donc la question à poser, c'est qu'est-ce qui nous fait peur? C'est quoi les risques? C'est quoi nos vulnérabilités? Et à côté de ça, qu'est-ce qui nous fait envie? Et qu'est-ce qui nous donne de l'espoir? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos atouts? Et discutons de ce qu'on peut faire en mettant tout ça dans un même fourneau. Qu'est-ce qui peut en sortir? Et ce groupe de discussion, eh bien, progressivement, il va devenir un groupe de travail. Et puis vous allez avoir des projets qui émergent. Mais d'abord aussi, c'est la deuxième chose, d'abord regardez, renseignez-vous sur ce qui est déjà fait. Ne partez pas de zéro, il y a plein de choses qui existent. Donc renseignez-vous sur les gens qui font, voyez ce qui vous intéresse, essayez de communiquer, de prendre en contact avec ceux qui font déjà, voir ce qui marche pas, ce que vous voulez reprendre, etc. Inspirez-vous avant de repartir de zéro, de recréer la roche. Comment convaincre ceux qui ne sont pas ici? Déjà, il faut les atteindre. La question de comment les atteindre est la question principale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes scindés dans des bulles de communication. Aujourd'hui, la grande majorité des gens n'ont accès aux informations que les algorithmes ou leurs copains qui pensent comme eux veulent bien leur donner. Voilà. Et ça, malheureusement, on peut établir ça n'existe pas, les messages parfaits qui convaincraient plein de gens, s'ils n'ont même pas connaissance, si ce message n'arrive pas jusqu'à eux. Voilà. Donc là, il y a un véritable chantier, une véritable question. Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question bien spécifique, est une des plus importantes. Par contre, il faut y travailler, et si les certaines institutions restent chacun dans son entre-soi, on n'y arrivera pas. Excusez-moi, je vais vérifier un truc, même si les règles sont déjà parties entre temps. Voilà, on est tous à peu près là. Ce n'est qu'une dimension du problème. Il y en a plein d'autres, je vais vous leur donner cours. Mais déjà, ça se voit, c'est clair, on est tous blancs ou pas blancs. On est dans un entre-soi. Même si on est différents, il y a cet entre-soi-là. Bon, si on ne travaille pas avec les autres, ça ne va pas marcher. Une société, il n'y a pas d'inautre résilience dans une société qui dépend. Il n'y a pas une société qui tire son épingle du jeu dans une économie qui s'effondre. Ça n'existe pas tout ça. C'est collectif ou c'est vrai. Dernière chose, donc, la taille critique de le salaire. Posons un salaire, et du coup, vous travaillez beaucoup de temps de comment on fait avec ce que vous parlez. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de réponse. Donc, chacun son économie, comme il veut. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des